Bonsoir, chers followers. Alors, un petit direct d'une trentaine de minutes. Juste pour dire que j'ai beaucoup apprécié les, euh, les messages d'encouragement que j'ai reçus sur mon WhatsApp relativement au dernier live que j'ai fait. Voilà. Et donc, je voudrais réitérer mes remerciements encore à toutes ces personnes-là. Et notamment ce monsieur de Korogo, je ne sais plus trop son nom, vice-président des Grains, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit vraiment, monsieur Bonin, j'ai beaucoup aimé votre message, votre appel à la concorde, à l'union entre les Ivoiriens, votre appel à donner la priorité à la construction d'une nation inclusive. Bon, il a beaucoup aimé et j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens-là. Voilà. Je voudrais demander à tous ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire d'abord, un peu partout en Côte d'Ivoire, de travailler main dans la main. À nos frères, qu'on dit, du Nord, vous avez beaucoup de militants du FPI qui sont dans vos zones. Travaillez main dans la main avec eux. C'est de cette façon-là que nous allons construire une Côte d'Ivoire inclusive. C'est de cette façon que nous allons faire de la Côte d'Ivoire un pays qui brille dans le Conseil des Nations. On ne doit plus nous complexer avec « Ah oui, mais comment ça se fait que toi, tu es baoulé et puis tu es avec les gens du Nord? Comment se fait-il que toi, tu es abbé, tu as épousé une femme du Nord, etc. » La Côte d'Ivoire est riche de sa pluriethnicité. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. C'est une richesse. C'est une richesse. Il y a une telle interpénétration entre les différents peuples qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de dire je suis nordiste, je suis du sud, je suis sudiste, etc. Voilà. On doit tous se retrouver, tous se reconnaître en une Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire solidaire et solidaire. Et c'est le combat pour lequel je me batte dorénavant. Quand je retournerai en Côte d'Ivoire, j'irai tourner un peu au nord. C'est des zones que je ne connais pas. Je suis allé une fois à Tengrela, en passant, je crois, par Bundiali. Mais en dehors de ça, je ne connais pas le nord. Voilà. Il faut qu'on apprenne à se fréquenter. Voilà. Et pour ça, c'est vraiment avec plaisir que j'irai découvrir Korogo, Odiéné, Bundiali et toutes ces villes du Nord là. Voilà. Je ne veux plus faire de palabres avec des gens sous prétexte que on n'a pas la même religion, sous prétexte que on est des communautés différentes, etc. Voilà. Je trouve que c'est des combats d'arrière-garde. Voilà. Le combat d'aujourd'hui doit se tenir en une seule phrase, unité. Unité de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir la pensée unique, non. Même dans une famille, si vous allez dans une famille, chacun a sa sensibilité. Voilà, chacun a sa sensibilité. Le frère de Afinguessan, il a un frère qui s'appelle Kwame Wakwame, vous connaissez très bien, qui a été maire de Hara. L'actuel père de la ministre de la Culture, ben, il est au RHDP. Afinguessan, il est FPI. Ils ont un autre frère qui est PDCI. Bon, mais n'empêche que quand ils se retrouvent, ils plaisantent, ils vivent ensemble. Chacun accepte que l'autre soit dans un parti différent. Ils ne se font pas la guerre pour ça. Et c'est un exemple comme ça qui devrait germer dans l'esprit de chacun de nous. Dire que, bon, voilà,
Mon ami a choisi d'être FPI, il a choisi d'être PDCI, il a choisi... C'est son choix, c'est sa volonté. Je respecte ça. Il faut qu'également, il respecte, moi, ma volonté d'être FPI, PDCI, RDR, etc. Si demain, je décide d'être avec quelqu'un du RHDP, bon, c'est mon choix. On ne doit pas m'ostraciser pour ça. Si demain, je décide d'épouser une femme du Nord, qu'on ne me dise pas pourquoi tu as épousé une femme du Nord, pourquoi tu as épousé un homme du Sud, etc. Voilà. Aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper, c'est la question du chômage. Je trouve que le chômage est exponentiel en Côte d'Ivoire. Je connais énormément de jeunes qui n'ont pas la chance, après avoir fini l'université, d'avoir même un stage, un simple stage. Ils sont nombreux comme ça, qui sortent des universités avec des diplômes et qui n'ont pas la chance d'avoir un simple stage, même un stage non rémunéré. Et donc le grand challenge de demain, c'est comment faire pour que les jeunes qui sortent des universités puissent travailler. Parce que ce n'est pas valorisant, ce n'est pas gratifiant pour un jeune de se retrouver à 30 ans chez ses parents. Or, c'est courant chez nous de voir des gens qui ont 30 ans, qui vivent encore chez les parents. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre opportunité. Un jeune de Dimokro, de Toumoudi, de, je sais pas moi, de Tengrela, quand il sort de chez lui le matin, où est-ce qu'il va aller chercher du travail à Tengrela? Il n'y a pas d'usine. À Tengrela, il n'y a pas d'usine. À Dimokro, il n'y a pas d'usine. À Oumé, il fait comment pour s'en sortir? Comment il fait pour se prendre en charge? Et donc, c'est un problème qui transcende les clivages politiques. Comment résoudre la question du chômage? C'est une question centrale. Et c'est ça qui fait qu'on a les microbes. On a des agressions. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'autres activités. Et donc, ça là, ça doit être au cœur de nos préoccupations. Une autre de nos préoccupations, c'est la question de la santé. Moi, quand je vais à Dimokro, je vois le nombre de personnes qui viennent m'attendre sous mon préau. Jean Bonnet, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 5 000 francs? Je vais aller me soigner. Est-ce que je peux avoir X? Est-ce que tu peux m'aider à... Non, le problème de santé est un problème crucial en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. On doit être solidaire pour trouver des solutions. Il n'y a pas un régime, peut-être au temps d'Oufoué, parce qu'au temps d'Oufoué, les gens allaient gratuitement à l'hôpital, se soignaient gratuitement. Aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, vous fournissez vous-même tout. Il y a des pharmacies dans l'hôpital, vous devez aller payer même des compresses. Même le sparadrap, vous devez payer. Et donc, on doit tous réfléchir. Les politiciens qui viennent nous demander de les voter, notre préoccupation, c'est, OK, si tu es élu, comment tu résous le problème du chômage? Comment tu résous le problème de la santé, de l'insécurité, de l'éducation, etc. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce direct pour féliciter la ministre Marietou, qui est en train de faire un travail de fond au niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est important parce que il n'y a aucune société humaine qui se développe avec un système éducatif médiocre. Parce que les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ce seront les cadres de demain. Et donc, s'ils sont mal formés, on aura des médiocres à l'ENA, des médiocres dans les universités. Et donc, le pays sera dirigé par des gens médiocres. Et donc, le travail que Marietou est en train de faire, elle commence. Donc, on n'a pas encore un bilan. Mais déjà, tout laisse présager que le système éducatif va s'améliorer. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pareil pour le ministre des Transports, Amadou Kone, je crois, ou Koulibaly, je ne sais plus trop, qui est également en train de faire un très bon travail. Un très bon travail parce que il y avait trop de morts sur les routes. Trop de morts sur les routes. Il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait des morts sur les routes. Bon, il a pris l'affaire, le taureau par les cornes, et là, aujourd'hui, il est en train de
proposer des solutions pérennes, des solutions viables, crédibles, qui, j'en suis sûr, vont réduire l'indiscipline, l'incivisme sur les routes. Et donc ça, j'ai pas besoin d'être RHDP pour le féliciter. Parce que ce serait ce serait de la mauvaise foi que de dire oh bon, on s'en fout de tout ce qu'il est en train de faire. Alors que ça sauve des vies, ça peut sauver ma vie. Je peux pas dire oui, comme je suis pas RHDP, je dois forcément critiquer ça. Non, c'est de la mauvaise foi. Si quelqu'un est RHDP et qu'il se comporte mal, ben tu le critiques. Mais si tu vois quand même qu'il est en train de faire du bon travail, tu le félicites. Voilà. Et depuis Anne Lotto a pris le ministère de la fonction publique, qui a encore entendu parler de fraude, de pistons, on donne la liste, on va faire comme on entendait à une certaine époque, hein, voilà, donne la liste, on va te mettre à l'école de gendarmerie, à l'école de police, etc. Bon, Anne Lotto est en train de faire un bon travail également là-bas, et donc ça, il faut le saluer, voilà. Moi, je souhaiterais que le Premier ministre mette en place une feuille de route pour chaque ministère, pour qu'on puisse faire un benchmarking. Tu vois, on nomme un ministre, on ne sait pas exactement quels sont les objectifs qui lui sont assignés. Et donc, comment on peut évaluer un ministre si on ne sait pas les objectifs qui lui sont assignés? Et il est important que le Premier ministre, pour chaque ministre créé, il y ait donc cette feuille de route-là, où on dit voilà ce qu'on attend de lui. Par exemple, si je prends le ministre du Transport qui est en train de faire un super travail, on dit chaque année, en 2020, il y avait, je sais pas moi, 10 000 morts sur les routes. L'objectif, c'est qu'en 2023, on descend à 5 000 morts. En 2024, on descend à 2 000 morts. Voilà. Donc ça, c'est un objectif clair. En 2024, on va évaluer pour voir est-ce qu'il atteint ses objectifs. Mais si on nomme des ministres, qu'il n'y a pas d'objectif, on ne va pas pouvoir les évaluer. On ne va pas pouvoir évaluer le gouvernement lui-même. Voilà. On a un ministre chargé de l'emploi jeune. Quels sont les objectifs qui ont été assignés à ce ministre de l'Emploi jeune? Est-ce que depuis que ce ministère a été créé, il y a des jeunes qui commencent à trouver du travail? Donc, il faut qu'on nous donne des statistiques, qu'on sache d'une année à une autre, voilà les performances de tel ministère. En tout cas, j'espère que le Premier ministre mettra en place un tel benchmarking pour que... Excusez-moi, je me déplace là. Voilà. Pour qu'on puisse évaluer le travail donc des ministres, mais au-delà des ministres, des hauts cadres de l'administration. Il y a beaucoup de sociétés d'État. Une société d'État, c'est une société dont l'actionnaire unique, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais là aussi, il faut des critères de performance pour qu'on puisse les évaluer. Voilà. Je voudrais saluer l'initiative que le chef de l'État a prise de rendre crédible l'administration ivoirienne en suspendant un certain nombre de directeurs généraux qui sont soupçonnés de fraude, de corruption, etc. Je voudrais vraiment le féliciter pour ça, parce que de mémoire d'homme, c'est la première fois que je vois ça en Côte d'Ivoire à une telle échelle. On l'avait vu ça à l'époque de Houphouët-Boigny. À l'époque de Houphouët-Boigny, je me rappelle même que Bédier en avait fait les frais en tant que ministre de l'économie et des finances. Il y a beaucoup de DG comme ça qui avaient été arrêtés ou qui avaient été dégommés. Je me rappelle de la fameuse affaire de la Logemad, etc. Mais depuis ce temps, bon, des gens arrivent, ils sont directeurs généraux. 5 ans après, ils ont de multiples immeubles à Abidjan. Bon,
Est-ce que c'est avec les salaires qu'ils ont fait ça? Non. Et donc, le travail que le président Ouattara est en train de faire, c'est très bon. C'est très bon parce que maintenant, les gens vont comprendre ce qu'est l'argent public. Qu'il faut respecter les deniers publics. En Suède, j'étais en Suède il y a 2 ans, je suis Henri Gosset. J'ai vu qu'il y a une ministre qui a démissionné simplement parce qu'elle a acheté une plaquette de chocolat, 5 euros, avec la carte de son ministère, avec la carte bancaire de son ministère. Elle a démissionné pour ça. J'ai vu également en Suède qu'au cours d'un contrôle d'alcotest, un contrôle routier, il y a une ministre qui a été un ministre qui a été contrôlé positif donc à l'alcool. Il avait plus d'1,7 g, de 0,7 g dans le sang et il a démissionné. Voilà. Donc les gens doivent comprendre que être un ministre, c'est pratiquement un sacerdoce. Voilà. Et qu'on vient là pour servir et non se servir. Et donc, quand un président de la République commence à mettre de l'ordre comme ça, vous ne pouvez pas dire, comme je suis opposant, donc je vais fermer les yeux et dire que ça, c'est rien. Voilà. Je voudrais qu'avant son départ, en 2025, il inculque cette mentalité aux Ivoiriens. De sorte que les gens qui sont nommés à des postes là comprennent que ce n'est pas leur argent, ce sont les deniers publics. Regardez, vous avez des gens, avant d'être nommés à un poste ministériel ou dans l'administration, ils n'ont jamais rien parrainé. Du jour au lendemain, ils sont nommés ministres, DG, PCA. C'est eux qui vont maintenant parrainer tout dans leur ville. Tournoi de ceci, c'est lui qui parraine. Don de cela, c'est lui qui parraine. Mais avec quel argent? S'il le faisait avec son salaire, ça ne poserait pas de problème. Mais on sait bien que ce n'est pas avec leur salaire qu'ils font ça. La preuve, quand ils ne sont plus à ces postes, est-ce qu'ils parrainent encore? À l'époque, à Lakota, c'est Lida Kwasi qui parrainait tout là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce que Lida Kwasi parraine encore? Lida Kwasi ne parraine plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en fonction. Ça veut dire que c'était avec l'argent de l'État qu'il faisait. Voilà. Je n'ai rien contre Lida Kwasi, c'est un exemple que j'ai donné comme ça. Je peux donner encore plein d'autres. Monet Léon à Djopé, c'est lui qui parrainait tout là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il continue à parrainer? Il ne parraine pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas avec leur argent. C'est avec l'argent public, avec les deniers de l'État. On doit respecter l'argent public. Moi, j'ai travaillé avec Tidiane Thiam comme son conseiller juridique au BNET de 96 à 99. Pas une seule fois, mon nom n'a été impliqué dans une affaire de corruption ou de détournement. Pas une seule fois, le nom de Tidiane Thiam a été, et même un cadre du BNET n'a été cité dans une affaire de corruption, de détournement ou quoi que ce soit. Et pourtant, on négociait des contrats de centaines de milliards. Des contrats de centaines de milliards. Vous voyez? Donc, on respectait la valeur de l'argent. Et ça, ce que le président Ouattara est en train de faire, c'est très très bien. C'est très bien. Je voudrais lui demander d'aller plus loin. Beaucoup de DG ont été suspendus, mais il faut aller au-delà de la suspension. Il faut de la transparence. Il faut de la transparence pour qu'on sache exactement si les gens ont détourné, qu'est-ce qui est prévu au-delà de la suspension? Est-ce qu'on va saisir leur compte? Est-ce qu'on va saisir les biens détournés? Est-ce qu'ils vont être condamnés? Il faut qu'on aille. Parce que si on se contente juste, si j'ai détourné 10 milliards, 20 milliards et que je suis juste suspendu, ben, en fait, on m'a dit, tu as dépensé tes 10, 20 milliards. Or, si on a suspendu quelqu'un parce qu'il a détourné, cet argent-là doit être intégralement récupéré et remis dans le circuit financier public, au trésor public. Mais déjà, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. J'ai vu que Zoro Epiphane également avait une feuille de route pour lutter contre la corruption. C'est une très bonne chose.
Voilà, il existe une haute autorité de la bonne gouvernance. Il faut qu'elle rende publiques ces procédures pour qu'on sache exactement ce qui se fait là-bas. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose que l'argent public serve à ce pourquoi les députés votent la loi des finances. C'est-à-dire être au service des Ivoiriens, des populations, et non être au service d'un individu à sa gloire parce que il a été nommé à un certain poste et c'est lui qui va parrainer, voilà, qui va offrir ceci ou cela avec l'argent public. C'est pas pour ça que ça a été fait. Voilà. Donc je me balade un peu et donc j'ai eu cette petite inspiration là pour faire ce petit direct, voilà, et j'espère que vous avez aimé, mais en tout cas, il faut que les choses changent en Côte d'Ivoire. Voilà, j'aime la Côte d'Ivoire, j'adore la Côte d'Ivoire, et j'aimerais voir la Côte d'Ivoire demain rivaliser avec des grandes nations européennes. C'est à ce niveau-là que je vois la Côte d'Ivoire. Mais pour ça, il faut que on ait un minimum de consensus sur les questions qui touchent au développement. Il y a, en Europe par exemple, quand vous êtes travailleur et que vous, demain, pour une raison économique, bon, vous êtes au chômage, vous touchez des allocations chômage. Vous touchez des allocations chômage. Mais chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'allocation chômage. Si vous avez été renvoyé pour motif économique, on va vous payer vos droits. C'est tout. Mais il n'y a pas d'allocation mensuelle sur plusieurs années, comme on peut le voir dans les sociétés développées. Or, on peut payer des allocations en Côte d'Ivoire. On peut mettre en place un système d'assurance chômage pour que des étudiants qui sortent des universités bénéficient d'un minimum d'allocations pendant un certain nombre d'années. Et une fois qu'ils travaillent, ils remboursent ces allocations-là. Ça peut se faire. On a fait les calculs au niveau du Front populaire ivoirien. Quand j'y étais et qu'on travaillait sur le programme de gouvernement d'Afin Guessan, on a travaillé sur cela. Dans le cadre des lundis économiques de Libye Guillaume, je lui demanderai d'ailleurs, puisque c'est lui qui a travaillé le plus sur ça, de publier la semaine prochaine, le lundi prochain, nos propositions sur la prise en charge donc des chômeurs. Voilà, l'allocation, l'assurance chômage, c'est tout à fait possible. Ça va coûter autour de 214, 250 milliards par an à l'État de Côte d'Ivoire. Sur un budget de 8 000 milliards, c'est quelque chose qu'on peut absorber sans problème. Voilà. Donc lundi, je vais publier donc ce projet-là sur ma page et vous verrez que si l'État de Côte d'Ivoire décide de prendre en charge les chômeurs, ça peut se faire. Voilà. Parce qu'un étudiant qui sort de l'université avec son bac plus 3, son bac plus 4, son bac plus 5, en attendant de trouver du travail rémunéré, comment il vit? Il n'a pas d'autre choix que de rester chez ses parents, d'être accroché à ses parents. Or, l'État a le devoir de lui donner un petit moyen de subsistance. Voilà. Et donc, je vais publier lundi sur ma page donc cette étude qu'on a faite dans le cadre du programme de gouvernement. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible. Je souhaiterais que le ministre de l'économie et des finances regarde cette étude-là et voie dans quelle mesure on peut appliquer cela dans notre pays. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut faire pour soulager le pays, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays développé. Voilà, en tout cas je vous remercie. C'était juste un petit direct pour partager ces idées avec vous et je vous souhaite un bon week-end.